Pourquoi n'es-tu plus jamais le même après ta lune de miel? Ma femme, Elena, et moi avons refait surface après notre plongée sous-marine pour nous retrouver seuls au milieu de l'océan. Où est le bateau? A crié Elena, arrachant son détendeur. Je me suis retourné frénétiquement. Réalisant que le bateau de plongée qui transportait 18 personnes 5 minutes auparavant avait complètement disparu. Ils nous ont laissés, a soufflé Elena. Ils nous ont laissés au milieu de l'océan. Le pire, c'était que nous avions réservé avec le magasin de plongée le moins cher de la campagne colombienne. Ils n'acceptaient que de l'argent liquide, n'avaient aucune critique en ligne, et le moniteur de plongée parlait à peine anglais. Ils ne faisaient jamais de décompte, et nous étions le dernier groupe dans l'eau. Ils reviendront quand ils se rendront compte que nous manquons, a dit Elena. Mais je pouvais entendre le doute dans sa voix. Le courant nous entraînait déjà plus loin en mer. Nous n'avions pas de radio d'urgence car le magasin bon marché n'en fournissait pas. J'ai essayé d'agiter ma saucisse de sécurité jaune vif au-dessus de ma tête pendant qu'Elena soufflait son sifflet à plusieurs reprises. Le son était pathétiquement petit dans le vaste océan. « Dans quelle direction est la côte ?» a demandé Elena, flottant à côté de moi. J'ai regardé autour de moi, vers l'horizon identique dans toutes les directions. Je n'en ai aucune idée. Il nous restait peut-être 4 heures avant le coucher du soleil. Après cela, nous serions invisibles dans l'eau sombre. Pendant la première heure, nous avons choisi une direction et avons commencé à nager. Elena n'arrêtait pas de s'excuser d'avoir choisi le magasin de plongée bon marché, disant que nous aurions pu dépenser les $200 supplémentaires pour celui qui avait une bonne réputation. Mes jambes ont commencé à avoir des crampes après 20 minutes. Des douleurs aiguës et lancinantes à chaque coup de pied, mais j'ai continué. Est-ce qu'on avance seulement ? A haleté Elena entre 2 coups de bras. Tout se ressemble exactement. Le pire, c'est qu'elle avait raison. Les vagues, le soleil, le bleu infini. Nous aurions pu nager en cercle et nous ne l'aurions jamais su. Puis Elena a commencé à trembler malgré la chaleur de l'eau. Pourquoi j'ai si froid? Ça n'a aucun sens. C'est un état de choc, lui ai-je dit, essayant de garder ma voix calme. Continue de nager et ça ira, je te le promets. Pendant la 2e heure, Elena a eu sa première hallucination. Soudain, elle s'est mise à crier et à agiter les bras vers l'eau vide. Là-bas, un bateau. Je vois un bateau. Aidez-nous! Elle a commencé à essayer de nager vers le néant. Chérie, il n'y a rien là-bas. Si, regarde, ils viennent vers nous. Je l'ai attrapée par le bras et elle s'est débattue un instant contre moi avant que le mirage ne se dissolve et qu'elle ne réalise qu'elle avait crié aux vagues. L'expression de désespoir sur son visage quand elle a compris qu'il n'y avait pas de bateau m'a brisé le cœur. La soif était également devenue insupportable à ce moment-là. Nos langues étaient gonflées, nos lèvres gercées et saignantes à cause du sel. Chaque gorgée donnait l'impression que du verre brisé descendait dans notre gorge. « Juste une gorgée d'eau de mer !» a supplié Elena. « Juste pour me mouiller la bouche. » Je ne supporte pas. Quand je lui ai dit que cela nous tuerait plus vite, elle a quand même essayé de boire. J'ai dû lui retenir physiquement les bras pendant qu'elle sanglotait et suppliait pour juste un goût d'eau. Pendant la 3e heure, les jambes d'Elena ont cessé de fonctionner. Elle a dit qu'elle ne les sentait plus. Elle n'était qu'un poids mort qui l'entraînait vers le bas. J'ai dû soutenir tout son corps pendant qu'elle flottait. Mes bras criaient d'agonie. Mes jambes avaient tellement de crampes que j'ai pleuré de douleur. C'est à ce moment-là que les méduses nous ont atteints. Je ne l'ai pas vue, mais je l'ai certainement sentie. Avant que je ne m'en rende compte, une douleur semblable à un feu a éclaté dans mon épaule. Elena a crié quand une méduse a aussi frôlé son bras. La méduse est partie en nageant, mais nous ne pouvions pas traiter la piqûre. Nous ne pouvions rien faire d'autre que de continuer à nager avec le poison qui courait dans notre corps. Après cela, Elena a manqué de force. Ses yeux ont roulé en arrière et elle a marmonné quelque chose sur le fait de la laisser derrière pour me sauver. Je l'ai giflée doucement au début, puis plus fort quand elle n'a pas réagi. Les vagues étaient devenues énormes, nous éclaboussant constamment le visage, l'eau salée inondant notre nez et nos poumons. À la 4e heure, Elena était complètement inconsciente. Je tenais sa tête hors de l'eau, mais mes forces faiblissaient. Je perdais constamment ma prise, la voyant glisser sous la surface avant de la remonter. Il me fallait de plus en plus de temps pour sortir son visage de l'eau. Le soleil se couchait quand quelque chose d'énorme a frôlé ma jambe. À travers l'eau claire, je l'ai vu.
Un requin-tigre d'au moins 3,5 mètres de long tournant directement sous nous. L'aileron a percé la surface à 6 mètres de distance, puis a disparu, puis est remonté à 3 mètres. Il m'a frappé plus fort la deuxième fois, sa peau de papier de verre déchirant ma combinaison de plongée et mon mollet. Le sang a immédiatement troublé l'eau autour de nous. Le requin a commencé à tourner plus vite, plus serré, et je pouvais voir son œil noir et mort alors qu'il passait. J'ai essayé de le frapper quand il s'est approché, mais mon poing a simplement rebondi, ouvrant mes jointures et ajoutant plus de sang à l'eau. Puis le requin a complètement disparu. Pendant 5 secondes, il n'y a eu rien d'autre que le silence. J'ai regardé vers le bas et je l'ai vu remonter rapidement d'en dessous, la bouche commençant à s'ouvrir, les rangées de dents visibles. Nous étions sur le point d'être dévorés vivants lors de notre lune de miel. Le requin a tiré vers le haut comme une fusée, et ses dents se sont refermées sur ma cheville avec une force écrasante. La douleur a explosé dans ma jambe, alors que ses dents acérées perçaient directement ma combinaison de plongée et ma chair. J'ai tourné fort et j'ai donné un coup de pied dans son œil avec mon pied libre aussi fort que j'ai pu. La prise du requin s'est desserrée pendant 1 seconde et j'ai retiré ma jambe, le sang jaillissant dans un nuage sombre. Il a immédiatement tourné à nouveau tandis que je rapprochais Elena contre ma poitrine, ma cheville palpitant et saignant abondamment. J'ai attrapé la saucisse de sécurité jaune vif de mon gilet de plongée et je l'ai enroulée autour du torse d'Elena aussi vite que j'ai pu. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine faire les nœuds, mais j'ai réussi à l'attacher autour de sa poitrine et sous ses bras. Le requin nous a de nouveau frappés. Beaucoup plus fort cette fois, sa peau rugueuse grattant mon dos, mais il semblait confus par l'étrange chose jaune enroulée autour d'Elena et il a reculé de quelques pieds. J'ai cherché à tâtons mon couteau de plongée attaché à ma jambe, mes doigts engourdis et maladroits par l'épuisement. Quand le requin s'est de nouveau approché, j'ai fendu l'eau, faisant autant de bulles et de bruit que possible. La lame n'a rien coupé d'autre que de l'eau, mais le choc a temporairement fait reculer le requin. Ces quelques secondes m'ont permis de réfléchir pendant que je tenais le corps inconscient d'Elena contre moi d'un bras. Puis je me suis souvenu d'avoir lu quelque chose sur le fait que les requins sont sensibles aux champs électriques de leur proie. J'ai fouillé frénétiquement dans les poches de mon gilet avec ma main libre, les choses flottant dans l'eau. Mon ordinateur de plongée était toujours attaché à mon poignet, l'écran brillant toujours faiblement. Quand le requin est revenu vers nous, j'ai pressé l'ordinateur juste contre son museau alors qu'il s'approchait. Le requin a tressailli violemment comme s'il avait été électrocuté et a disparu dans l'eau plus profonde. Le soleil touchait l'horizon maintenant, peignant tout en orange et rouge. Je savais qu'une fois la nuit tombée, nous serions perdus car je ne verrais plus le requin arriver. Mes jambes pouvaient à peine bouger, juste de petits coups de pied pour nous empêcher de couler complètement. J'ai sorti le tuyau de poulpe de mon détendeur et j'ai attaché Elena à moi, l'enroulant autour de nos tailles. Si je m'évanouissais maintenant, nous coulerions tous les deux ensemble, mais au moins je ne la perdrais pas dans l'obscurité. Les nœuds ont pris une éternité avec mes mains en lambeaux, mais j'ai réussi à nous connecter. L'obscurité totale est tombée en quelques minutes, et je ne pouvais soudainement plus rien voir du tout. Pourtant, le requin était toujours là car je le sentais nous frôler les jambes toutes les quelques minutes. À chaque fois, tout mon corps se tendait en attendant la morsure qui ne venait pas. J'ai commencé à parler à Elena sans arrêt, lui racontant le jour de notre mariage 6 mois plus tôt. À quel point elle était belle marchant sur cette plage dans sa robe blanche, comment nous avons dansé jusqu'à 3 heures du matin et son père a pleuré pendant son discours. Ma voix était la seule chose qui me maintenait éveillé à travers la douleur brûlante dans ma cheville et mon épaule. Les heures ont passé dans l'obscurité totale, avec seulement le bruit des vagues qui nous frappaient. Ma propre respiration me semblait si forte et haletante dans mes oreilles. La température corporelle d'Elena avait tellement baissé qu'elle était glaciale contre ma poitrine. Je l'ai serrée aussi près que j'ai pu, essayant de partager le peu de chaleur qu'il me restait. Mais moi aussi, j'avais froid. Ce froid profond qui vient de l'intérieur des os. Mes dents claquaient si fort que je me suis mordu la langue et j'ai senti le goût du sang. Les vagues continuaient de nous laver le visage, et je devais constamment ajuster la position d'Elena pour garder ses voies respiratoires dégagées. À un moment donné, j'ai vu une petite lumière très loin au loin, peut-être un bateau ou un avion. J'ai essayé de souffler dans le sifflet attaché à mon gilet, mais mes lèvres étaient si gonflées et gercées que je ne pouvais pas faire de joint. Le sifflement pathétique qui est sorti n'aurait pas été entendu à 3 mètres de distance.
La lumière a traversé l'horizon et a disparu, emportant mon espoir avec elle. J'ai quand même continué à parler à Elena, décrivant la maison que nous allions acheter l'année prochaine, la grande cuisine qu'elle voulait et le jardin où nous ferions pousser des tomates. Ma voix est devenue si faible que je ne faisais que chuchoter à son oreille. L'aube a finalement commencé à se lever et j'ai pu voir le visage d'Elena pour la première fois depuis des heures. Sa peau était grise comme de la cendre et sa respiration était très superficielle. J'ai posé mon oreille sur sa poitrine. Son cœur battait encore, mais à peine. Ces petits battements qui m'ont effrayé plus que le requin. Le requin lui-même était parti, mais j'ai vu d'autres ailerons à environ 100 mètres. 3 ou 4 d'entre eux fendaient l'eau en cercle paresseux. Ils ne s'étaient pas encore rapprochés, mais ils savaient que nous étions là. De retour sur la côte en Colombie, Pargarza venait d'arriver à son bureau à l'autorité portuaire. Il a trouvé un rapport en retard sur son bureau concernant 2 plongeurs disparus de l'après-midi précédent. Le propriétaire du magasin de plongée avait finalement appelé après avoir réalisé que son bateau était revenu avec 2 places vides. Parr a immédiatement commencé à tracer des modèles de courant sur son ordinateur, calculant où nous aurions pu dériver pendant la nuit. Il a divisé la zone de recherche en zones et a commencé à appeler tous les capitaines de bateaux de pêche qu'il connaissait. En 1 heure, il avait 8 bateaux se dirigeant vers différents secteurs. Il est resté à la radio, coordonnant leurs mouvements et ajustant le schéma de recherche en fonction des données de vent. Aucun de nous dans l'eau ne savait que tout cela se passait, bien sûr. Tout ce que je savais, c'est qu'Elena avait besoin d'aide bientôt ou elle n'y arriverait pas. Le soleil montait et le visage d'Elena devenait rouge à cause de l'exposition, alors j'ai enlevé le haut de ma combinaison de plongée avec des mains tremblantes. Mes doigts glissaient sur la fermeture éclair, mais j'ai finalement réussi à l'enlever et j'ai essayé de l'attacher autour de la saucisse de sécurité pour créer un peu d'ombre. Le tube jaune flottait toujours dans les vagues, et j'ai dû le saisir 3 fois avant de pouvoir enrouler le néoprène noir autour. Je l'ai tenu au-dessus du visage d'Elena, mes bras brûlants à force de les maintenir en l'air. Mais au moins, sa peau n'était plus en plein soleil. Les vagues continuaient de nous faire tourner en cercle, et je ne pouvais pas savoir dans quelle direction nous dérivions. La ceinture de poids d'Elena était toujours accrochée à son gilet de plongée, alors je l'ai détachée et je l'ai laissé couler d'environ 3 mètres sur le tuyau de poulpe. Le poids a traîné sous nous comme une ancre, et soudain, nous ne tournions plus autant. C'est à ce moment-là que je l'ai vu très loin à l'horizon, un énorme cargo se déplaçant sur l'eau. J'ai agité la saucisse de sécurité aussi haut que j'ai pu, mais le navire était à des kilomètres et devenait de plus en plus petit. Ma gorge a fait un son bizarre quand j'ai essayé de crier. De retour en Colombie, Christian Lopez était assis dans un petit bureau à l'autorité portuaire, ses mains tremblant alors qu'il parlait à l'enquêteur. Il n'arrêtait pas de dire qu'il pensait que tout le monde était à bord, que la météo s'aggravait et qu'il avait besoin de rentrer rapidement. L'enquêteur a écrit comment Christian n'utilisait jamais de presse-papier pour les décomptes. Il regardait simplement autour de lui et devinait. La respiration d'Elena a changé, avec de longues pauses entre les respirations qui ont serré ma poitrine de peur. J'ai posé ma main sur sa poitrine et j'ai poussé vers le bas, puis de nouveau, essayant d'aider ses poumons à fonctionner. Chaque poussée nécessitait une force que je n'avais pas, mais j'ai continué, comptant à voix haute pour garder le rythme. Ses lèvres devenaient bleues et j'ai poussé plus fort, sentant ses côtes se plier sous ma paume. 20 minutes plus tard, j'ai entendu un moteur et je me suis retourné pour voir un bateau de pêche à environ 300 mètres de distance. J'ai attrapé le sifflet de mon gilet et j'ai soufflé aussi fort que j'ai pu. Mais le vent soufflait dans la mauvaise direction. Le bateau a continué tout droit, n'a jamais changé de cap, et je l'ai vu devenir de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mes yeux brûlaient de sel et de déception. Pargarza regardait l'écran de son ordinateur, traçant de nouvelles lignes sur la carte de recherche en fonction des courants nocturnes. Il a appelé par radio le capitaine d'un cargo et lui a demandé de changer de cap de seulement 2 degrés. Tous les bateaux qu'il pouvait joindre cherchaient maintenant tout ce qui était jaune dans l'eau. Il avait 8 bateaux dans différentes zones et continuait d'ajuster leur trajectoire en fonction des données de vent et de courant. Une bouteille en plastique a flotté à côté de nous, et je l'ai attrapée, mordant le bouchon avec mes dents. Je l'ai calée sous le menton d'Elena pour garder sa tête penchée en arrière, afin que l'eau ne lui entre pas dans le nez. Une si petite chose, mais cela signifiait que je pouvais utiliser mes 2 mains pour flotter pendant quelques minutes. Mes jambes se sentaient comme si elles étaient faites de plomb, et chaque coup de pied envoyait une douleur qui me montait jusqu'aux hanches.
Quelque chose m'a picoré la tête avec force, et j'ai levé les yeux pour voir des oiseaux de mer tournant en cercle au-dessus de nous. L'un d'eux a plongé et a picoré à nouveau mon cuir chevelu, faisant couler du sang. Je leur ai éclaboussé de l'eau. Mais mes éclaboussures étaient faibles et ils continuaient de venir. Un autre oiseau a attrapé ma main quand j'ai essayé de couvrir le visage d'Elena, son bec déchirant la peau entre mon pouce et mon doigt. Le sang dans l'eau les attirait, et je ne pouvais pas les arrêter. Le courant s'est soudainement senti différent, nous entraînant sur le côté au lieu de directement vers l'extérieur. Ni elle ni moi ne le savions, mais nous dérivions vers le bord de la zone de recherche que Pollard avait tracée sur sa carte. Si nous traversions cette ligne invisible, les bateaux auraient une chance de nous voir. J'ai étreint Elena et j'ai commencé à parler de la maison que je voulais que nous achetions, décrivant les grandes fenêtres dans le salon qui laisseraient entrer la lumière du matin. Je lui ai parlé de la cuisine avec l'îlot où nous ferions le petit déjeuner le dimanche et de la chambre avec de l'espace pour un lit king size. Ma voix n'était plus qu'un murmure maintenant, mais j'ai continué à parler de l'arrière-cour où nous planterions un jardin, des tomates et des poivrons comme ceux que sa mère cultivait. J'ai décrit la salle de bain avec la grande baignoire, où elle pourrait prendre ses longs bains qu'elle aimait tant, et la chambre d'amis que nous transformerions en bureau. Le froid était maintenant au plus profond de mes os, faisant trembler tout mon corps. Je ne sentais plus mes pieds, et mes mains s'engourdissaient. Le poids d'Elena continuait de nous entraîner vers le bas, et je devais donner des coups de pied plus forts pour nous maintenir à flot. La saucisse de sécurité était toujours dressée au-dessus de nous, jaune vif contre le ciel bleu, mais mes yeux continuaient de se fermer sans que je le veuille. Je me suis mordu la langue fort pour rester éveillé, sentant à nouveau le goût du sang. Les oiseaux devenaient plus audacieux, atterrissant sur l'eau près de nous et picorant notre peau exposée. J'ai essayé d'en attraper un, mais ma main a bougé trop lentement et il s'est envolé. Elena a fait un petit bruit, pas exactement un gémissement, et j'ai à nouveau pressé mon oreille contre sa poitrine. Son cœur battait toujours, mais si faiblement que je pouvais à peine le sentir. J'ai continué à parler de la maison, du porche où nous nous assiérions les soirs, de l'allée où nous garerions un jour 2 voitures. Mes lèvres étaient si gercées que chaque mot me faisait mal. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de parler, car si je m'arrêtais, elle pourrait fermer les yeux et ne plus jamais les rouvrir. L'eau a de nouveau frappé mon visage, et j'ai tressailli, réalisant que j'avais perdu connaissance pendant une seconde. Le poids d'Elena nous a entraînés tous les deux sous l'eau, et j'ai donné de violents coups de pied pour remonter, mes jambes ne répondant presque plus. À des kilomètres de la rive, un pêcheur a plissé les yeux devant quelque chose de jaune. Il a cru voir un éclair dans les vagues. Il a attrapé sa radio et a appelé le poste de la garde côtière où Pilar coordonnait les recherches. Elle a immédiatement redirigé 3 bateaux vers cette zone, marquant de nouvelles coordonnées sur sa carte. Je ne savais rien de tout cela. Tout ce que je savais, c'est que ma vision continuait de s'assombrir sur les bords et je devais secouer violemment la tête pour rester éveillé. Elena avait besoin de moi pour que je tienne son visage hors de l'eau. La saucisse de sécurité continuait de tomber dans les vagues. Alors j'ai tâtonné avec des doigts engourdis pour l'attacher à la valve du réservoir d'Elena. Elle est finalement restée droite, nous rendant visibles de bien plus loin qu'avant. Au poste de police, les enquêteurs interrogeaient Christian au sujet des plongeurs disparus. Ils lui ont demandé pourquoi son bateau n'avait pas de radio d'urgence, et il a admis qu'il n'avait pas les moyens, qu'il essayait d'économiser de l'argent en rognant sur l'équipement de sécurité. L'enquêteur a tout noté pendant que Christian suait à travers sa chemise. Dans l'océan, j'ai cru voir un bateau se diriger vers nous, mais j'avais déjà été trompé par des mirages. J'ai tout de même utilisé le peu de force qu'il me restait pour agiter la saucisse de sécurité de gauche à droite. Le pêcheur a ajusté sa trajectoire en fonction de la direction du vent et a soudainement vu la balise jaune clairement. Il a communiqué les coordonnées exactes à Pilar par radio tout en accélérant son moteur à toute vitesse. J'ai vu le bateau grossir. Il grossissait vraiment cette fois, ne disparaissant pas comme les autres. Des mains se sont tendues et m'ont soulevé. Mais je ne pouvais pas parler. J'ai juste pu désigner Elena, qui était toujours dans l'eau. Ils l'ont hissée à bord, et quelqu'un a immédiatement commencé la réanimation cardio-pulmonaire pendant qu'une autre personne m'enveloppait de couverture autour de mon corps tremblant. Le bateau a tourné vers le rivage, fendant les vagues pendant que l'équipage s'occupait d'Elena avec un masque à oxygène. Elle a craché de l'eau et ses yeux ont bougé sous ses paupières, mais ils ne se sont pas ouverts. Je me suis traîné sur le pont vers elle, ignorant l'équipage qui me disait de ne pas bouger.
Le rivage s'est rapproché et j'ai pu voir des ambulances qui attendaient au quai avec leurs lumières clignotantes. Quand nous avons accosté, des ambulanciers se sont précipités à bord, mais je n'ai pas lâché la main d'Elena, même lorsqu'ils ont essayé de la déplacer sur un brancard. Ils ont dû faire leur travail autour de moi, vérifiant ses signes vitaux et lui posant une perfusion pendant que je m'agrippais à elle. Le trajet en ambulance a été un flou de sirènes et d'équipement médical. À l'hôpital, nous avons été transportés aux urgences où les médecins ont immédiatement commencé à nous perfuser avec des liquides à travers de multiples voies intraveineuses. Une infirmière a nettoyé les piqûres de méduses sur mon épaule et le bras d'Elena, appliquant une sorte de crème qui a fait cesser la brûlure pour la première fois depuis des heures. Ils ont découvert qu'Elena avait inhalé de l'eau de mer, alors ils ont dû lui enfoncer un tube dans la gorge pour l'aider à respirer. La machine faisait un bruit constant de soufflement en poussant l'air dans ses poumons. Ma propre poche de sérum s'est vidée rapidement et ils en ont suspendu une autre, puis encore une. Le médecin continuait de me poser des questions, mais ma gorge était trop enflée pour répondre. Je continuais juste à désigner Elena, essayant de leur faire comprendre qu'elle avait plus besoin d'aide que moi. J'ai été transféré dans une chambre normale après quelques heures, mais je ne pouvais pas me reposer. Toutes les quelques minutes, je demandais aux infirmières des nouvelles d'Elena, et elles continuaient de dire la même chose, qu'elle était stable, mais dans un état critique. Cela ne me disait pas si elle allait s'en sortir. Pilar est venue nous voir ce soir-là avec un carnet et un enregistreur. Elle voulait ma déclaration sur ce qui s'était passé, mais je m'endormais au milieu de mes phrases. J'ai réussi à lui expliquer que la boutique de plongée ne faisait pas de décompte, comment Christian était parti sans vérifier si tout le monde était à bord. Elle a tout noté et a dit qu'il montait un dossier contre lui. Le lendemain matin, une infirmière est venue en courant me chercher. Elena était réveillée et demandait après moi. J'ai pratiquement couru dans le couloir en blouse d'hôpital, traînant mon poteau de perfusion derrière moi. Elle avait l'air terrible, son visage enflé et boursouflé par le soleil, mais ses yeux étaient ouverts et elle m'a reconnu. Elle ne pouvait pas parler à cause du tube respiratoire, mais elle a serré ma main. Le médecin a expliqué qu'elle avait une pneumonie due à l'eau de mer dans ses poumons et qu'elle devrait rester aux soins intensifs pendant au moins une semaine de plus. La nouvelle de ce qui nous était arrivé s'est rapidement répandue dans la communauté de la plongée locale. D'autres plongeurs se sont manifestés, disant que Christian leur avait fait la même chose, laissant des gens derrière et ne suivant pas les protocoles de sécurité. Sa boutique de plongée a été immédiatement fermée en attendant l'enquête. L'état d'Elena a empiré avant de s'améliorer. La pneumonie est devenue grave et ils ont dû augmenter son oxygène. J'ai dormi sur la chaise à côté de son lit chaque nuit, me réveillant chaque fois que ses moniteurs bipaient. Les infirmières m'apportèrent de la nourriture, mais je ne pouvais pas en manger beaucoup. Je ne pouvais penser qu'à la mort que nous avions frôlée lors de ce qui était censé être notre lune de miel. Des avocats se sont présentés à l'hôpital 2 jours plus tard avec des cartes de visite et des promesses de nous obtenir des millions. Mais je ne pouvais me concentrer sur rien de ce qu'ils disaient parce que la fièvre d'Elena était montée à 40 degrés et que les médecins la perfusaient d'antibiotiques. Les avocats continuaient de parler de négligence et de responsabilité pendant que je regardais la poitrine d'Elena monter et descendre avec le ventilateur, comptant chaque respiration pour m'assurer que la machine fonctionnait toujours. J'ai signé tous les papiers qu'ils ont mis devant moi juste pour qu'ils s'en aillent et que je puisse retourner dans la chambre d'Elena. J'ai été transféré dans une chambre normale au 3e étage, mais je me faufilais toujours aux soins intensifs toutes les heures pour voir Elena, posant les mêmes questions sur ses niveaux d'oxygène et sa tension artérielle jusqu'à ce qu'ils commencent à me reconnaître et se contentent de secouer la tête avant que je ne puisse parler. Ce soir-là, Pilar est venue dans ma chambre avec un carnet et un petit enregistreur, me demandant d'expliquer tout ce qui s'était passé depuis le début. Ma gorge était toujours douloureuse et enflée, mais j'ai réussi à lui dire que Christian ne faisait jamais de décompte. Comment le bateau était parti sans vérifier si tout le monde était à bord et le manque d'équipement de sécurité. Elle a noté chaque détail, me demandant de répéter des passages quand je commençais à m'endormir au milieu des phrases à cause des analgésiques. Le lendemain matin, ils ont finalement retiré le ventilateur d'Elena et ses yeux se sont ouverts pour la première fois en 3 jours. Au début, elle ne pouvait pas parler. Elle a juste serré ma main et a semblé confuse quant à l'endroit où nous étions. Mais elle savait qui j'étais, et cela a suffi pour que je m'effondre en larmes juste là, devant les infirmières. Le médecin a expliqué qu'elle ne se souvenait de rien après la piqûre de la méduse,
ce qui était probablement mieux car elle n'avait pas à revivre ses dernières heures dans l'eau. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la communauté de la plongée sur ce qui nous était arrivé, et en quelques heures, la boutique de plongée de Christian a été fermée par les autorités. D'autres plongeurs ont commencé à se présenter avec leurs propres histoires sur ces pratiques dangereuses, sur des fois où il avait failli les laisser derrière ou les avait envoyés plonger avec de l'équipement défectueux. Les nouvelles locales ont repris l'histoire, et soudain, tout le monde dans la région savait pour le couple américain qui avait été abandonné en mer. La pneumonie d'Elena a empiré avant de s'améliorer. Ses poumons se sont remplis de liquide à cause de toute l'eau de mer qu'elle avait avalée. Elle a été à nouveau transférée aux soins intensifs, et j'ai dormi sur la chaise à côté de son lit, me réveillant chaque fois que ses moniteurs bipaient ou qu'une infirmière venait la vérifier. Pendant une semaine d'affilée, j'ai vécu de la nourriture de la cafétéria de l'hôpital et de café instantané. Je me douchais dans la petite salle de bain attenante à sa chambre et je portais les mêmes vêtements que l'hôpital m'avait donnés. Les avocats continuaient d'appeler, voulant discuter de la stratégie et des options de règlement. Mais je ne pouvais pas penser à des poursuites judiciaires, alors qu'Elena luttait encore pour respirer seule. Ils ont envoyé d'autres papiers à signer et ont laissé des messages vocaux sur des dépositions et des preuves. Mais tout ce qui comptait pour moi, c'était de voir les chiffres d'oxygène d'Elena s'améliorer lentement chaque jour. 3 semaines après le sauvetage, nous avons finalement été autorisés à prendre l'avion pour rentrer à la maison. Et la compagnie aérienne nous a surclassés en première classe lorsqu'ils ont entendu notre histoire de l'agent de la porte d'embarquement. Elena était encore faible. Elle avait besoin d'un fauteuil roulant pour l'aéroport et j'ai dû l'aider à aller aux toilettes 2 fois pendant le vol. Les agents de bord continuaient de nous apporter de l'eau et de demander si nous avions besoin de quelque chose. Probablement inquiets que nous ayons une urgence médicale à 9000 mètres d'altitude. De retour à la maison dans l'Ohio, tout semblait étrange et inconnu après ce que nous avions traversé. Nous avons immédiatement commencé une thérapie pour le SSPT, assis dans des pièces séparées à parler avec des conseillers de cauchemars et de crises de panique. Elena a également dû faire de la physiothérapie 3 fois par semaine pour les lésions nerveuses dues aux piqûres de méduses, travaillant à retrouver la sensation dans son bras gauche. Je l'ai accompagnée à chaque rendez-vous, la regardant lutter avec des exercices qui auraient dû être simples, comme ramasser une balle de tennis ou tenir un crayon. Le thérapeute a dit que le venin avait endommagé les nerfs et qu'il faudrait des mois pour savoir si la sensation reviendrait complètement. À la maison, je sursautais chaque fois que j'entendais de l'eau courante ou des vagues à la télévision, mon corps se contractant comme si j'étais de retour dans l'océan. Elena ne pouvait plus prendre de bain, seulement de courtes douches, et même là, elle se mettait parfois à hyperventiler et je devais l'aider à sortir. Nous avons déplacé notre chambre au 2e étage parce qu'être au rez-de-chaussée lui donnait l'impression de se noyer. Aucun de nous deux ne pouvait regarder les documentaires sur l'océan que nous aimions tant ou même boire de l'eau sans penser à ces heures de soif désespérées. 2 mois après l'incident, Elena a repris le travail à temps partiel à la banque, seulement 4 heures par jour pour commencer. Ses collègues avaient décoré son bureau de fleurs et de pancartes de bienvenue, mais elle m'a appelé en pleurant pendant sa pause déjeuner le premier jour, parce que quelqu'un lui avait posé des questions sur le voyage. Nous apprenions à nous aider mutuellement à surmonter les mauvais moments, développant des signaux pour quand l'un de nous commençait à paniquer, trouvant des moyens de nous ancrer dans le présent au lieu d'être ramenés à ce jour. La physiothérapie aidait, et Elena pouvait enfin à nouveau écrire, même si son écriture était tremblante et irrégulière. J'avais repris mon travail au cabinet comptable, mais je ne pouvais pas me concentrer sur les feuilles de calcul quand mon esprit ne cessait de revivre ces heures dans l'eau. Puis, nous avons reçu un appel de Pilar avec des nouvelles sur le cas de Christian. Il avait reçu une licence suspendue et une lourde amende, mais pas de temps de prison. Le juge a décidé que perdre son entreprise était une punition suffisante. Le procureur a dit que c'était le meilleur résultat que nous pouvions espérer, étant donné les lois en Colombie et le fait que nous avions survécu. Cela semblait complètement injuste qu'il puisse presque nous tuer par négligence et s'en sortir avec juste une amende. Mais nous étions trop épuisés pour nous battre pour plus. Les avocats qui s'occupaient de notre affaire civile ont dit que nous pouvions continuer. Mais cela signifierait retourner en Colombie pour des dépositions et peut-être un procès, quelque chose que nous ne pouvions pas encore supporter. 2 semaines plus tard, Elena est entrée dans notre salon en tenant un dépliant du centre communautaire et l'a laissé tomber sur mes genoux alors que je regardais la télévision. Elle avait entouré les cours de natation pour adultes au marqueur rouge et avait écrit « On va le faire ».
en haut. Je l'ai regardé debout, les bras croisés. Ce regard déterminé sur son visage que je savais signifiait qu'il était inutile de discuter. Le lundi suivant, nous avons conduit à la piscine ensemble, tous les deux silencieux dans la voiture, mes mains agrippant le volant plus que nécessaire. L'odeur de chlore m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac et j'ai dû m'arrêter à la porte une seconde pour respirer. Elena a attrapé ma main et m'a conduit vers le petit bain où 6 autres adultes se tenaient en déjà, l'air nerveux. Le moniteur, un étudiant nommé Tyler, nous a fait commencer par marcher d'avant en arrière dans la section d'1 mètre de profondeur pour nous remettre à l'aise dans l'eau. Tout le corps d'Elena a tremblé la première fois qu'elle est entrée, mais elle a continué, la mâchoire serrée. Nous y sommes allés 2 fois par semaine après ça, les mardis et jeudis soirs après le travail. Tyler nous disait que nous étions ses étudiants les plus dévoués. Sans savoir pourquoi nous nous efforcions autant de passer du petit bain à la section d'1 mètre 20 et finalement à nager des longueurs dans le grand bain. À la 6e semaine, Elena pouvait faire une longueur complète de nage libre sans s'arrêter, et je pouvais flotter pendant 10 minutes sans paniquer. 3 mois après la Colombie, nous dormions de nouveau toute la nuit sans nous réveiller en haletant pour de l'air ou en vérifiant que l'autre respirait encore. Le bras d'Elena a retrouvé complètement la sensation et la lésion nerveuse que les médecins craignaient n'est jamais apparue. Les cicatrices de la morsure de requin sur ma jambe s'étaient estompées en fines lignes blanches que vous ne remarqueriez que si vous saviez où les chercher. Nous avons décidé d'écrire sur ce qui nous était arrivé après qu'un ami ait suggéré que cela pourrait aider d'autres plongeurs. J'ai écrit notre histoire sur mon ordinateur portable pendant qu'Elena s'asseyait à côté de moi, ajoutant des détails que j'avais oubliés, comme la façon dont la saucisse de sécurité avait commencé à se dégonfler avant le sauvetage, ou comment elle avait eu des hallucinations et vu sa grand-mère morte dans l'eau. Le magazine Scuba Life l'a choisie et l'a publiée comme histoire de couverture avec le titre « Laissé derrière », une histoire de survie de lune de miel. Ils l'ont utilisée pour faire pression pour de meilleures normes de sécurité et des balises d'urgence obligatoires sur tous les bateaux de plongée. 4 mois après le sauvetage, nous avons conduit au lac Erie et nous avons marché sur la plage au coucher du soleil. Elena a retiré ses sandales et a laissé les petites vagues lui lécher les pieds pendant que je me tenais à côté d'elle, prêt à la tirer en arrière si elle en avait besoin. Elle a serré ma main et m'a dit qu'elle était contente que nous ayons surmonté cela ensemble, qu'elle ne pouvait pas imaginer avoir survécu sans moi. Nous sommes restés là pendant 20 minutes à regarder l'eau, sans parler, sachant tous les deux que c'était un grand pas en avant. Ce soir-là au dîner, Elena a sorti son ordinateur portable et m'a montré des stations de montagne dans le Colorado qu'elle avait cherchées pour notre 2e lune de miel. Nous avons choisi un chalet près d'Aspen avec un jacuzzi sur le pont et une vue sur les sommets, aussi loin de l'océan que possible. La semaine suivante, Elena est allée au magasin d'artisanat et a acheté un cadre en caisson et m'a demandé de sortir la saucisse de sécurité cassée du garage où je l'avais jetée. Elle l'a montée dans le cadre avec nos bracelets d'hôpital et une photo de nous du jour avant la plongée, souriant et inconscient de ce qui allait arriver. Elle l'a accrochée dans notre couloir où nous la verrions tous les jours. Un rappel, a-t-elle dit, de la pire chose qui nous soit arrivée et une preuve que nous y avions survécu. La vie a recommencé à paraître normale dans de petites choses. Comme quand nous avons cuisiné des spaghettis ensemble un mercredi ordinaire et qu'Elena a ri si fort à une publicité stupide que la sauce a éclaboussé sur la cuisinière. Nous avions traversé l'enfer dans cet océan. Nous avons tout perdu, y compris presque nos vies. Mais d'une manière ou d'une autre, nous en sommes sortis de l'autre côté, différents mais toujours ensemble. Les cauchemars avaient presque disparu et les séances de thérapie avaient été réduites à 1 fois par mois. Elena avait même commencé à parler d'essayer de replonger un jour, mais certainement pas en Colombie, et certainement avec la boutique de plongée la plus chère et la plus obsédée par la sécurité que nous pourrions trouver. Je n'étais pas encore prêt pour ça, mais le fait de la voir même y penser me montrait le chemin que nous avions parcouru tous les deux depuis ces heures dans l'eau où la mort semblait certaine.